9 ateliers avaient examiné ce camion et avaient tous dit la même chose. Il est irréparable. Quand Sophie, une mécanicienne méconnue et couverte de cambouis, demanda une chance, on se moqua d'elle. « Vous n'arriverez même pas à démarrer ce moteur », dirent-ils. Mais lorsqu'elle ouvrit le capot et fit une demande inattendue, le propriétaire du camion se glaça, car quelque chose clochait. Et ce qu'elle découvrit pourrait tout changer. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée en plein cœur de l'Auvergne, dans une ville appelée Clermont-Ferrand, où la chaleur fait fondre l'asphalte et les camions sont pratiquement l'âme du commerce. Et cette histoire commence avec une jeune femme nommée Sophie, 24 ans à peine, et aucun toit au-dessus de sa tête qu'elle puisse appeler le sien. Vous devez comprendre une chose, Sophie n'avait pas d'adresse fixe, pas de contrat de travail stable, pas de diplôme accroché au mur. Ce qu'elle avait, c'était quelque chose qu'aucune université n'enseigne et qu'aucun argent n'achète. Elle avait une soif d'apprendre et des mains qui ne tremblaient devant aucun moteur, aussi complexe soit-il. Elle dormait où elle pouvait. Aujourd'hui, dans la carcasse d'un Scania abandonné au fond d'une casse. Demain, sur la banquette arrière d'une vieille fourgonnette sans roue, garée dans un coin sombre d'un dépôt de ferraille. Son oreiller était un sac de jute plié. Sa couverture, un morceau de bâche déchiré qui sentait le gazole et la poussière de la route. Mais prêtez attention à ce que je vais dire maintenant, car c'est là que réside son secret. Tandis que d'autres dormaient dans des lits propres et se réveillaient avec un café chaud, Sophie se levait à 5 heures du matin au bruit des camions arrivant dans les dépôts. Et c'est à cette heure-là, à ce moment sacré où les moteurs étaient encore chauds et les mécaniciens commençaient à travailler, qu'elle observait. Elle observait tout, chaque mouvement de clé à molette, chaque mesure de jeu de soupape, chaque test de compression. Elle posait des questions quand elle le pouvait, aidait quand on la laissait faire, et en retour, elle gagnait un plat de nourriture et la permission d'utiliser les outils une fois que tout le monde était parti. C'est ainsi, de cette manière brute et sans manuel, qu'elle apprit la mécanique diesel poids lourd. Elle démontait des moteurs que d'autres avaient jetés, étudiait chaque piston, chaque bielle, chaque arbre à cames, comme s'il s'agissait des pages d'un livre sacré. Elle trouvait des schémas électriques déchirés dans les poubelles des ateliers, les ramenait à sa carcasse maison et passait des heures à dessiner à la main les circuits, jusqu'à mémoriser chaque fil, chaque fusible, chaque relais. Elle connaissait par cœur la séquence d'injection d'un Cummins ISX. Elle pouvait identifier, rien qu'au son, si un Detroit diesel avait un jeu excessif au culbuteur. Elle reconnaissait l'odeur spécifique d'un embrayage Eaton Fuller brûlé. Et puis, alors, il se produisit quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. C'était une après-midi étouffante de septembre, cette chaleur moite qui colle à la peau et fait adhérer la chemise au dos. Sophie se trouvait à la case de Monsieur Maurice, faisant semblant d'être occupée à nettoyer de vieilles pièces d'une boîte de vitesse à 9 rapports qui ne fonctionnerait jamais plus. Quand elle entendit une conversation qui lui fit dresser les oreilles comme des antennes radio. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants, aux mains calleuses, signe d'un travail acharné, se confiait au mécanicien de la casse. Son nom était Jérôme Dubois, propriétaire des transports du Larzac, une entreprise familiale qui survivait, ou plutôt qui tentait de survivre, en transportant du bois certifié et des fournitures pour des mines légalisées dans la région. Et Jérôme était désespéré, vraiment désespéré. « 9 ateliers, Charles, » dit-il d'une voix fatiguée qui portait le poids de mois de nuit sans sommeil. 9 ateliers différents, j'ai déjà emmené ce fichu camion. J'ai payé 3 000 € ici, 5 000 € là, 8 000 € au dernier qui m'a juré qu'il résoudrait le problème. Et vous savez ce que j'ai à montrer? Un Western Star à l'arrêt dans mon dépôt depuis 8 mois. Prenant la poussière et me rongeant les économies, tandis que je perds contrat après contrat parce que je ne peux pas livrer les marchandises à temps. Sophie continua de frotter cette vieille pièce, mais chaque mot de Jérôme s'imprimait dans sa mémoire comme un message gravé dans la pierre. « Ce camion, » continua Jérôme, et on pouvait entendre la frustration mêlée de colère dans sa voix.
Je l'ai acheté à une entreprise minière du Grand Est, pensant avoir fait l'affaire de ma vie. Un Western Star 49X, châssis renforcé qui peut supporter l'enfer. Moteur Detroit Diesel Series 60 de 14 litres avec 500 chevaux de puissance pure. Transmission Eaton Fuller à 18 rapports. Ça devait être le salut de l'entreprise de transport, vous comprenez? C'était censé être la machine qui allait me faire grandir. Il poussa un soupir profond, de ceux qui viennent du fond de l'âme. Mais l'entreprise minière avait tellement modifié ce camion, tellement personnalisé, que c'est devenu une créature que personne ne comprend. Le mastodonte roule 20 km et les freins se bloquent tout seuls. Ou alors le moteur coupe la puissance de nulle part, comme si quelqu'un avait coupé le contact. On a déjà changé les soupapes, les capteurs, les modules électroniques. Rien ne résout le problème. Le mécanicien Charles hocha la tête avec pitié. Et le pire, renchérit Jérôme avec amertume, c'est que chaque atelier me facture une fortune, change une demi-douzaine de pièces et le problème persiste. J'ai déjà dépensé plus de 40 000 € à essayer de réparer ce camion et il est toujours à l'arrêt. Pendant ce temps, mon entreprise de transport saigne à blanc financièrement. J'ai des employés à payer, j'ai de vieux camions qui sont à bout, j'ai des contrats que je vais perdre si je ne peux pas livrer. Et ce Western Star, qui devait être ma solution, est devenu ma malédiction. À ce moment-là, mes amis, quelque chose s'alluma dans le cœur de Sophie. Ce n'était pas de l'arrogance, ce n'était pas quelque chose de différent. C'était la reconnaissance que peut-être, juste peut-être, elle détenait la réponse que 9 ateliers coûteux n'avaient pas réussi à trouver. Car Sophie avait passé des années à étudier exactement ce genre de choses. Des camions customisés, modifiés, bricolés par des ateliers qui faisaient des adaptations artisanales pour des travaux spécifiques. Elle savait que lorsqu'un camion est trop modifié, il cesse d'être un véhicule d'usine et devient une créature unique, avec sa propre logique qui doit être déchiffrée comme une énigme. Elle attendit 3 jours entiers pendant lesquels cette conversation martelait dans sa tête sans arrêt. Elle pensait au Western Star immobilisé. Elle imaginait le moteur Series 60 silencieux alors qu'il devrait rugir. Elle voyait dans son esprit la transmission Eaton Fuller à 18 rapports bloqués alors qu'elle devrait passer les vitesses en douceur. Et elle pensait à Jérôme, un homme honnête, dévoré par un problème que personne ne parvenait à résoudre. Le 3e jour, Sophie rassembla tout le courage qu'elle avait, et croyez-moi, pour une jeune femme de 24 ans qui dormait dans des carcasses de camions, se présenter à la porte d'une entreprise de transport pour offrir ses services n'était pas rien. Elle parcourut les 4 kilomètres jusqu'au dépôt des transports du Larzac, le soleil de midi lui grillant le crâne, sa vieille chemise collée à son corps de sueur et ses bottes usées soulevant la poussière rouge de la route. Lorsqu'elle arriva au portail, elle demanda à parler à Monsieur Jérôme. Le portier la regarda avec un air dubitatif. Une jeune femme mince, sale de graisse, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, demandant audience avec le propriétaire de l'entreprise. Mais Jérôme, qui à ce stade n'avait plus rien à perdre, la fit entrer. Les deux se rencontrèrent dans le dépôt, juste à côté du Western Star 4900X, qui ressemblait à une bête endormie. Le camion était imposant, même à l'arrêt, cabine haute, pare-chocs chromé déjà un peu poussiéreux, capot allongé, abritant ce moteur de 14 litres qui avait la puissance de tirer des montagnes si nécessaire. Mais là, il était muet, inutile, coûteux simplement par son existence. Sophie regarda Jérôme et dit d'une voix ferme, mais respectueuse, « Monsieur Dubois, mon nom est Sophie. J'ai entendu votre conversation avec Charles à propos de ce camion. Je sais que 9 ateliers ont déjà essayé et échoué. Je sais que vous avez déjà dépensé une fortune, mais j'ai une proposition. » Jérôme croisa les bras, plus par lassitude que par méfiance. « Quelle proposition, mademoiselle ? Laissez-moi travailler sur ce Western Star pendant 2 semaines. Je ne vous facturerai rien, pas un centime. Je veux seulement de la nourriture, un endroit pour dormir ici même dans le dépôt, et la permission d'utiliser les outils de l'atelier. Si en 2 semaines je ne résous rien, vous n'aurez rien perdu,
à part quelques barquettes repas et un peu d'électricité. Mais si j'arrive à faire rouler ce camion... Elle marqua une pause, déglutie. Alors j'aimerais que vous m'embauchiez comme mécanicienne officielle de l'entreprise de transport, avec un contrat de travail. Jérôme resta silencieux pendant une bonne trentaine de secondes, la regardant, puis le camion, puis de nouveau elle. On voyait qu'il pesait le pour et le contre. Mais la vérité, mes amis, c'est que Jérôme Dubois n'avait plus rien à perdre. Absolument rien. D'accord, dit-il finalement, 2 semaines. Si vous réalisez le miracle que 9 ateliers n'ont pas réussi, je vous engage. Vous pouvez commencer demain matin. Et c'est ainsi, par une poignée de main scellée la même, à côté de cette bête d'acier immobilisée, que commença le parcours de Sophie vers le plus grand défi technique de sa vie. Le lendemain matin, Sophie arriva au dépôt des transports du Larzac, alors que le soleil se levait à peine, peignant le ciel d'orange et de rose. Jérôme était déjà là, comme tout bon chef d'entreprise accablé de soucis, et lui indiqua une petite pièce au fond de l'atelier où elle pourrait dormir. Il y avait un vieux lit simple, un ventilateur qui faisait du bruit mais fonctionnait, et une petite fenêtre donnant sur le dépôt. C'était un palais comparé aux carcasses de camions où elle dormait. Après avoir rangé ses quelques affaires, un sac à dos usé avec 2 changements de vêtements et une trousse d'outils de base qu'elle avait rassemblés au fil des ans, Sophie marcha jusqu'au Western Star. Le camion était stationné dans un coin du dépôt, couvert d'une fine couche de poussière rouge que le vent apportait de la route. Elle fit le tour de la machine lentement, comme on étudie un animal inconnu, touchant le châssis renforcé, sentant la texture du métal sous la saleté accumulée. Le 4500X était une bête aux proportions impressionnantes. La cabine haute s'élevait comme une tour de commande. Les larges ailes couvraient des pneus qui avaient encore une bonne bande de roulement. Et le capot allongé cachait à l'intérieur ce Detroit Diesel Series 60, réputé indestructible quand il était bien entretenu. Mais Sophie savait que la réputation ne résout pas les problèmes. Et un bon moteur ne sert à rien si le reste du système ne communique pas correctement avec lui. Elle ouvrit le capot avec le levier latéral, et ce qu'elle vit à l'intérieur confirma ses soupçons. Ce n'était plus un camion d'usine. Il y avait des fils supplémentaires partout, des colliers de nylon retenant des conduites d'air comprimé qui ne faisaient pas partie du projet original, des valves solénoïdes vissées sur des supports improvisés, des capteurs additionnels avec des fils raccordés au faisceau d'origine. C'était comme si quelqu'un avait transformé un camion ordinaire en une machine de laboratoire, pleine de systèmes supplémentaires, communiquant entre eux de manière que seul le monteur pouvait expliquer, et le monteur n'était pas là pour expliquer quoi que ce soit. Jérôme s'approcha, voyant Sophie arrêtée là, regardant le moteur sans rien toucher. « Je sais que ça a l'air fou, » dit-il d'une voix fatiguée. L'entreprise minière qui utilisait ce camion transportait du minerai dans des zones de mine, sur des routes qui ressemblaient plus à des pièges. Ils ont tout modifié pour que la machine puisse encaisser les chocs. Sophie hocha la tête, mais ne quitta pas des yeux l'enchevêtrement de composants. « Monsieur Dubois, j'ai besoin de 3 jours juste pour étudier. Je ne vais pas démarrer le moteur, je ne vais rien démonter encore. Je vais juste regarder, photographier, noter. C'est possible ?» Jérôme fronça les sourcils, mais accepta. Il avait déjà dépensé des fortunes avec des mécaniciens qui arrivaient pleins de certitudes et repartaient les mains vides. Si cette jeune femme voulait prendre son temps, qu'il en soit ainsi. Pendant 3 jours entiers, Sophie fit exactement ce qu'elle avait promis. Elle étudia. Elle avait un vieux téléphone portable qui fonctionnait à peine pour appeler, mais prenait des photos raisonnables. Et elle photographia chaque recoin de ce camion, chaque modification, chaque conduite d'air, chaque valve additionnelle. La nuit, dans la petite chambre que Jérôme lui avait prêtée, elle dessinait à la main les schémas de ce qu'elle avait vu pendant la journée, essayant de comprendre la logique de celui qui avait transformé ce Western Star en une machine customisée. Et plus elle étudiait, plus le puzzle devenait complexe. Le 2e jour, elle découvrit quelque chose qui fit que tout commença à prendre sens. Sous le châssis, entre la cabine et le réservoir de carburant,
et était installé un treuil hydraulique. Ce n'était pas un treuil ordinaire, non. C'était un système robuste avec un tambour de câbles d'acier d'au moins 50 mètres, actionné par un moteur hydraulique, alimenté par une pompe qui était connectée, et c'est là que ça devenait intéressant, directement à la prise de force de la transmission Eaton-Fuller. Sophie se glissa sous le camion, allongée sur le dos sur la terre battue du dépôt, et resta là pendant 2 heures à cartographier le système hydraulique. La pompe du treuil était actionnée lorsque le conducteur engageait la prise de force, mais ne fonctionnait que si une condition spécifique était remplie, les freins de stationnement devaient être totalement appliqués. C'était un protocole de sécurité de base. On ne peut pas utiliser un treuil pour tirer son propre camion si les freins ne tiennent pas fermement. Mais la manière dont cette sécurité avait été mise en œuvre était du pur bricolage d'atelier. Il y avait un circuit pneumatique additionnel, fait avec des valves proportionnelles et des solénoïdes de camions de casse, qui vérifiaient la pression d'air dans les cylindres de frein de stationnement. Si la pression était inférieure à une certaine limite, une valve solénoïde coupait le flux d'huile hydraulique vers le moteur du treuil, empêchant tout actionnement. Jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, c'était de l'ingénierie défendable, aussi artisanale fût-elle. Le problème, et Sophie commença à le sentir dans sa colonne vertébrale avant même d'en être certaine, c'est que ce circuit pneumatique additionnel n'était pas isolé. Il partageait des conduites d'air avec le système ABS original du camion et avec les valves d'accouplement de remorque. 3 systèmes différents, conçus par des ingénieurs différents à des époques différentes, étaient contraints de coexister en utilisant les mêmes conduites d'air comprimées. Le 3e jour, Sophie emprunta à Jérôme 3 manomètres analogiques d'un atelier voisin et commença à installer des points de mesure à des endroits stratégiques du système pneumatique. Elle perça des tuyaux d'air à des points calculés, installa des raccords en T avec des vannes d'arrêt, transformant ce Western Star en un laboratoire de diagnostic ambulant. Jérôme regardait de loin, sans bien comprendre ce qu'elle faisait, mais sans l'interrompre. Elle devait comprendre le flux d'air comprimé, d'où il venait, où il allait, comment il se divisait entre les circuits, quelle pression existait à chaque point lorsque le système était au repos et lorsqu'il était sollicité. Car Sophie savait, avec cette certitude qui vient de l'étude de machines en panne pendant des années, que le problème du Western Star ne résidait pas dans un composant spécifique, mais dans la communication entre les composants, dans la manière dont les systèmes customisés interagissaient avec les systèmes d'origine. Ce fut l'après-midi du 3e jour, sous un soleil de plomb brûlant tout, qu'elle eut enfin la première grande révélation. Elle était assise sur le marchepied du camion, en sueur, avec de la graisse noire jusqu'aux avant-bras, regardant les dessins qu'elle avait faits les jours précédents quand elle vit le motif. Le système pneumatique du Western Star avait été divisé en circuits, comme l'exige l'ingénierie de sécurité. Un circuit primaire pour les freins avant, un secondaire pour les freins arrière, un tertiaire pour le frein de stationnement. Mais l'entreprise minière avait ajouté un 4e circuit, celui de l'interverrouillage du treuil. Et au lieu d'installer un réservoir d'air comprimé dédié pour celui-ci, ils avaient puisé l'air du circuit secondaire en utilisant des vannes réductrices de pression. Dans des conditions normales, cela fonctionnerait, mais des conditions normales supposaient que tous les composants soient correctement calibrés, qu'il n'y ait pas de fuite, que les vannes régulatrices maintiennent des pressions stables. Il suffisait qu'une seule pièce soit hors de son point idéal. Un capteur mal calibré, une valve avec un ressort faible, une fuite microscopique dans une connexion, pour que toute cette toile de dépendance s'effondre. Et le pire, c'est que chaque atelier qui avait tenté de réparer le camion avant, elle avait travaillé de manière isolée. Un mécanicien changeait le modulateur ABS parce que les freins se bloquaient. Un autre changeait le capteur de pression de la remorque parce que le système signalait une panne. Un 3e substituait la valve du frein de stationnement parce qu'il pensait qu'elle bloquait.
Personne ne s'était arrêté pour cartographier l'ensemble du système, pour comprendre que ce Western Star était un organisme complet, où chaque organe dépendait de l'autre. Mais maintenant, Sophie savait, et savoir était le premier pas. Elle passa le 4e jour à redessiner complètement, sur de grandes feuilles de papier que Jérôme lui avait procurées, le véritable schéma pneumatique de ce camion. Chaque conduite d'air devint un trait coloré sur le papier. Chaque valve devint un carré avec des annotations sur le modèle, la pression de travail, l'état apparent. Chaque capteur devint un cercle avec une description de sa fonction. Lorsqu'elle eut terminé, elle tenait en main une carte de près d'1 mètre de large, montrant toute l'anatomie pneumatique du Western Star 4900X customisée. Jérôme apparut en fin d'après-midi, lui apportant une gamelle de nourriture, et resta à regarder cet immense dessin étalé sur le sol de l'atelier. « Tout ça, c'est le système de freinage ?» demanda-t-il, impressionné. « Ce n'est pas seulement le freinage ?» répondit Sophie, montrant du doigt salle de graphite. « Ici, c'est le frein de service. Ici, le frein de stationnement. Ici, le système ABS. Ici, l'accouplement de remorque et ici, l'interverrouillage du treuil hydraulique. Tout est lié, monsieur Dubois. C'est une toile, et quand une partie de cette toile vibre mal, le système entier entre en panique. » Jérôme déglutit. Il ne comprenait pas la moitié de ce qu'elle disait, mais il en comprenait assez pour réaliser que le problème était bien plus complexe que 9 ateliers ne l'avaient imaginé. « Vous pensez pouvoir le réparer ?» demanda-t-il avec cette voix de celui qui veut croire, mais a peur de s'illusionner. Sophie se leva du sol, essuya ses mains sur son pantalon usé et le regarda droit dans les yeux. « Je sais où est le problème. Maintenant, je dois le prouver. » Le 5e jour, Sophie commença les tests pratiques. Elle connecta une source externe d'air comprimé directement au système, isolant le compresseur original du moteur pour avoir un contrôle total sur la pression qu'elle injectait. Puis, avec tous les manomètres installés au point stratégique, elle commença à simuler des situations. Activation du treuil avec frein appliqué, tentative de libérer les freins avec le système ABS actif, accouplement de remorque fantôme. C'est en simulant l'activation du treuil hydraulique avec le camion à l'arrêt qu'elle vit le cycle de rétroaction destructif se produire sous ses yeux. Lorsqu'elle actionnait la prise de force pour alimenter la pompe du treuil, une valve de sécurité déviait une partie de l'air comprimé du circuit de frein de service vers le circuit de frein de stationnement. Cela devait garantir que les freins arrière restèrent bloqués pendant que le treuil tirait, mais ce dévoiement d'air provoquait une chute soudaine de pression dans le circuit principal. Et cette chute était détectée par un capteur ABS qui l'interprétait comme une fuite critique, et c'est là que l'enfer commençait. Le module ABS, pensant qu'il y avait une fuite grave, commandait l'application totale des freins d'urgence. Cela déclenchait un autre protocole de sécurité qui coupait l'alimentation électrique de la pompe à carburant du D3 diesel. Le moteur s'éteignait. Les mécaniciens précédents voyaient le moteur s'arrêter et pensaient que le problème était dans le système d'injection, alors qu'en réalité, le moteur était coupé intentionnellement par un système de protection qui réagissait à une fausse alarme créée par l'interaction chaotique entre les systèmes customisés et d'origine. Sophie s'assit sur le pare-choc du Western Star, sentant le poids de cette découverte. 9 ateliers avaient échoué parce qu'ils s'étaient attaqués à des symptômes isolés sans percevoir la maladie systémique. Elle avait réussi à voir parce qu'elle avait appris la mécanique de la manière la plus difficile, sans dépendre des manuels, sans faire confiance aux diagnostics informatisés, étudiant les machines en panne jusqu'à en comprendre l'âme. Maintenant venait la partie la plus difficile. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre le problème, il fallait le réparer sans créer de nouveaux problèmes. Sophie passa la nuit entière éveillée dans cette petite pièce au fond de l'atelier, allongée sur le vieux lit, mais sans pouvoir dormir, la tête bouillonnante de calculs et de possibilités. La découverte du cycle de rétroaction destructif n'était que la moitié de la bataille. L'autre moitié était bien plus compliquée.
Comment corriger un système qui avait été customisé de manière artisanale par des mécaniciens de mine qui probablement n'existaient même plus sans créer de nouveaux points de défaillance? Elle ne pouvait pas simplement déconnecter le système du treuil, car le Western Star avait été acheté précisément à cause de ce différentiel. Jérôme avait besoin de cette capacité d'auto-sauvetage pour les travaux en zone reculée. Elle ne pouvait pas non plus ignorer les protocoles de sécurité qui avaient été mis en œuvre, car aussi improvisés fussent-ils, ils existaient pour des raisons valables. Personne ne veut d'un treuil hydraulique tirant une charge avec les freins relâchés. Ce serait la recette du désastre. La solution devrait être chirurgicale. Elle devrait respecter la logique originale de la customisation tout en éliminant les conflits qui faisaient paniquer le système. Lorsque le soleil se leva le 6e jour, Sophie était déjà debout, buvant du café noir réchauffé qui restait de la veille, regardant l'énorme schéma pneumatique qu'elle avait dessiné et qui était maintenant épinglé au mur de l'atelier avec du ruban adhésif. Elle prit un stylo rouge et commença à encercler les points critiques où elle devrait intervenir. Premier point. Les vannes proportionnelles du circuit customisé qui contrôlaient le dévoiement d'air vers le frein de stationnement lorsque le treuil était actionné. Ces vannes avaient des ressorts internes qui régulaient la pression d'ouverture. Et Sophie soupçonnait qu'après des années de travail dans des conditions minières sévères, poussière, humidité, variations brutales de température, ces ressorts avaient perdu de leur tension. Résultat, les vannes s'ouvraient trop vite et déviaient trop d'air, provoquant une chute de pression plus prononcée que ce que le système ABS pouvait tolérer. Deuxième point, les points de consigne de pression des capteurs ABS. Ces capteurs étaient programmables via un module électronique et quelqu'un, par le passé, avait configuré des valeurs très conservatrices, probablement pour augmenter la sécurité, mais l'effet secondaire était que la moindre variation de pression déclenchait des alertes critiques. Sophie devrait recalibrer ses limites pour donner au système un peu plus de tolérance aux fluctuations causées par le circuit du treuil, sans compromettre la sécurité réelle des freins. Troisième point, et c'était le plus délicat, elle devrait installer une valve anti-retour supplémentaire qui isolerait le circuit du treuil du circuit principal de frein lorsque le camion serait en mouvement. Cette valve fonctionnerait comme une vanne intelligente. Lorsque le Western Star serait à l'arrêt avec le frein de stationnement appliqué, elle permettrait la communication entre les circuits afin que le treuil puisse fonctionner en toute sécurité. Mais lorsque le camion roulerait, elle se fermerait automatiquement, empêchant le circuit du treuil d'interférer avec les freins de service. Jérôme apparut à l'atelier vers 8 heures du matin et trouva Sophie déjà au travail, le capot du Western Star ouvert et des outils éparpillés sur le sol. « Vous avez commencé tôt », commenta-t-il, apportant un sac de pain au beurre et plus de café. « Pas le temps de perdre », répondit Sophie sans quitter des yeux l'enchevêtrement de tuyaux d'air qu'elle démontait soigneusement. Je sais ce qu'il faut faire, mais chaque étape doit être testée avant de passer à la suivante. Une erreur ici, et je pourrais créer un problème pire que l'original. Elle commença par les vannes proportionnelles, démonta chacune avec un soin d'horloger, nettoya les corps internes avec du kérosène et une brosse métallique douce, vérifia l'état des ressorts. Comme elle le soupçonnait, 2 d'entre eux avaient perdu près de 20% de leur tension originale. On pouvait le sentir en les comprimant à la main et en comparant avec une nouvelle valve qu'elle avait empruntée à un magasin de pièces de camion. Le problème était qu'il n'y avait aucun moyen d'acheter de nouveaux ressorts pour des valves customisées qui n'avaient même pas de numéro de pièce. Alors, Sophie fit ce que les vrais mécaniciens font quand le catalogue de pièces ne les aide pas. Elle improvisa avec intelligence. Elle trouva des rondelles de pression d'épaisseur calibrée et en installa une derrière chaque ressort, augmentant artificiellement la compression initiale. Elle testa chaque valve sur banc d'essai, appliquant de l'air comprimé et mesurant avec un manomètre la pression exacte d'ouverture, ajustant les rondelles jusqu'à obtenir des valeurs cohérentes entre toutes les valves.
Ce travail méticuleux consomma la journée entière. Sophie montait, testait, démontait, ajustait, testait à nouveau. Ses mains étaient sales de graisse noire, mélangée à des résidus de kérosène. Son dos lui faisait mal, à force de rester courbée sur le banc improvisé, mais elle ne s'arrêtait pas. Jérôme passa par l'atelier plusieurs fois pendant la journée, apportant toujours de la nourriture ou de l'eau et recevant toujours la même réponse. « Ça avance, monsieur Dubois, ça avance. » Le 7e jour, Sophie s'attaqua au 2e point critique, le recalibrage des capteurs ABS. Cela exigeait un équipement que l'entreprise de transport n'avait pas, un outil de diagnostic spécifique pour les modules ABS de camions lourds. Elle expliqua à Jérôme ce dont elle avait besoin et il appela 3 ateliers de la région jusqu'à en trouver un qui avait l'appareil et accepta de le prêter pour une journée en échange d'une faveur future. Lorsque Sophie connecta le scanner au module ABS du Western Star et accéda aux paramètres de configuration, elle vit à l'écran l'historique du désespoir. Ce module avait été reprogrammé au moins 6 fois au cours des derniers mois. Chaque mécanicien tentait une configuration différente, aucun d'entre eux ne comprenant que le problème n'était pas dans l'ABS lui-même, mais dans la façon dont il réagissait aux autres systèmes. Elle nota toutes les valeurs originales. Elle notait toujours tout. Gardait toujours un registre de ce qu'elle trouvait avant de toucher, et commença ensuite à travailler sur les points de consigne d'alarme. Le capteur qui détectait une chute de pression dans le circuit secondaire était configuré pour déclencher une alerte critique si la pression tombait de plus de 0,8 bars en moins de 2 secondes. Sophie changea cette valeur à 1,2 bars en moins d'1 seconde. Toujours assez sensible pour détecter de réelles fuites, mais suffisamment tolérant pour absorber les variations momentanées causées par l'activation du treuil. Elle effectua des ajustements similaires sur 3 autres capteurs critiques, en calibrant toujours à la limite entre sécurité et fonctionnalité. C'était comme accorder un instrument de musique, trop serré et la corde casse. Trop desserré et le son est faux. Elle testa les changements sur banc, appliquant des variations brusques de pression et vérifiant si le module réagissait toujours correctement aux situations de danger réel. Satisfaite des résultats, elle sauva la nouvelle configuration dans la mémoire du module et déconnecta le scanner. Le 8e jour fut dédié à l'installation de la valve anti-retour additionnelle, la pièce la plus critique de toute la solution. Sophie avait besoin d'une valve qui serait actionnée automatiquement par l'état du frein de stationnement, fermée quand le frein était relâché, camion en mouvement, ouverte quand le frein était appliqué, camion à l'arrêt. Les valves pneumatiques avec ce type de logique spécifique étaient rares et chères. La solution vint d'une casse automobile. Sophie se rendit au dépôt de Monsieur Maurice, où elle avait dormi tant de fois, et fouilla des piles de vieilles pièces jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Une valve de contrôle directionnel d'un système de suspension pneumatique d'autocar. Elle était parfaite. Elle avait 3 voies, était actionnée par un pilote pneumatique et était suffisamment robuste pour supporter les pressions de travail du système. Elle coûta 20 €. 9 ateliers avaient facturé des dizaines de milliers pour remplacer des modules électroniques et des capteurs très coûteux. Et la pièce qui résoudrait réellement le problème coûta le prix de 2 repas. Sophie passa l'après-midi entière sous le Western Star, allongée sur le dos sur le sol chaud de l'atelier, une lampe de poche serrée entre les dents, installant la nouvelle valve à l'endroit exact où le circuit du treuil se connectait au circuit secondaire de frein. Elle perça le châssis pour faire un support, souda avec de la brasure car elle ne voulait pas risquer une soudure faible sur un composant critique. Elle achemina de nouveaux tuyaux, installa des connexions à double étanchéité. Le travail était sale, inconfortable et précis. La graisse coulait le long de son bras quand elle levait les outils au-dessus de sa tête. De la poussière de rouille tombait dans ses yeux. La chaleur sous le camion était suffocante, même à l'ombre de l'atelier. Mais chaque mouvement était calculé, chaque serrage de connexion était testé avec un détecteur de fuite. Chaque cheminement de tuyaux était pensé pour éviter tout frottement avec les parties mobiles du châssis. Quand elle eut enfin terminé,
Il faisait déjà nuit. Sophie se traîna hors du camion, couverte de saleté de la tête aux pieds, mais avec cette lueur dans les yeux de celle qui sait qu'elle a fait du bon travail. Jérôme était toujours là, assis sur un vieux tabouret, attendant. « C'est fini ?» demanda-t-il d'une voix fatiguée. « La partie mécanique, oui. Demain, je teste tout avant de démarrer le moteur. » Le 9e jour, Sophie fit quelque chose qu'aucune des 9 ateliers précédents n'avait fait. Elle testa le système complet sans démarrer le moteur. Elle connecta la source externe d'air comprimé, pressurisa lentement tous les circuits tout en observant les manomètres installés au point de mesure. Simula l'activation du treuil, vérifia si la nouvelle valve anti-retour s'ouvrait et se fermait au bon moment. Elle trouva 2 petites fuites dans des connexions qu'elle dut resserrer. Elle découvrit qu'un des nouveaux tuyaux qu'elle avait installés frottait contre l'arbre de transmission et dut le rediriger. Des ajustements fins, des détails qui feraient de la différence entre fonctionner bien et fonctionner parfaitement. Le 10e jour, tout était prêt pour le test final. Sophie vérifia le niveau d'huile moteur, le liquide de refroidissement, la tension des courroies, les connexions électriques. Chaque détail comptait. Elle ne voulait pas que le test échoue par négligence sur quelque chose de basique. Jérôme apparut, accompagné de 2 autres employés des transports du Larzac, qui avaient entendu parler de la jeune femme qui tentait de réparer le camion impossible. Il y avait de la curiosité dans l'air, mais aussi du scepticisme. Beaucoup de gens avaient déjà promis de résoudre le problème de ce Western Star. Sophie monta dans la cabine. Le siège du conducteur sentait la vieille poussière et la graisse. Le volant était chaud du soleil qui entrait par la fenêtre. Elle ajusta le siège, vérifia que la transmission était au point mort, que le frein de stationnement était appliqué. Elle tourna la clé, le démarreur gémit, fit tourner le lourd volant moteur, et alors le Detroit Diesel Series 60 se réveilla avec ce grondement grave et puissant que seuls les vrais gros moteurs savent faire. La cabine vibra. La colonne d'échappement laissa échapper un nuage initial de fumée noire qui s'éclaircit rapidement, et le moteur se stabilisa sur un ralenti profond et régulier. Sophie laissa le moteur chauffer pendant 5 minutes tout en observant les manomètres de pression des circuits d'air. La pression monta normalement jusqu'à 8 bars. Le compresseur coupa automatiquement tout comme il se devait. Puis vint le moment critique. Elle tira le levier du frein de stationnement pour le libérer, attendit que les cylindres se dépressurisent et commença ensuite à tester les vitesses de l'Eaton Fuller. Première basse, première haute, deuxième basse, deuxième haute. La transmission à 18 rapports répondait avec une précision mécanique, chaque engagement produisant ce clic métallique satisfaisant de synchroniseurs bien réglés. Sophie conduisit le Western Star en cercle lent sur le dépôt de l'entreprise. Elle accélérait, freinait, accélérait de nouveau. Les freins répondaient avec une fermeté progressive, sans blocage brusque, sans hésitation. Le moteur maintenait une puissance constante, sans coupure, sans panne. Elle arrêta le camion, appliqua le frein de stationnement, engagea la prise de force pour actionner le treuil hydraulique. Le système répondit parfaitement. La pompe hydraulique commença à tourner avec ce sifflement aigu caractéristique. Le tambour du treuil était prêt à fonctionner et aucune alarme ne se déclencha. Les freins de stationnement restèrent de ferme. Le moteur continua de fonctionner en douceur. Le système ABS ne détecta aucune anomalie. Sophie relâcha la prise de force, relâcha le frein de stationnement et fit un autre tour du dépôt. Tout continuait de fonctionner parfaitement. Elle gara le camion à sa place d'origine et coupa le moteur. Le silence qui suivit parut plus profond qu'il n'aurait dû l'être. Jérôme et les 2 autres employés étaient là, debout, regardant, n'en croyant pas leurs yeux. « Il fonctionne », dit Jérôme, et sa voix était un peu étranglée. « Le camion fonctionne. » Sophie descendit de la cabine, s'essuya les mains sur son jean déjà sale de tant de travail et hocha la tête. « Il fonctionne, monsieur Dubois, mais j'ai besoin d'un autre test, un vrai test avec une charge sur route. » Jérôme organisa le test pour 2 jours plus tard.
Suffisamment de temps pour que Sophie fasse une dernière révision complète de tous les systèmes du Western Star, et pour qu'il puisse obtenir une vraie charge de bois certifiée qui devait être livrée à une scierie à 150 km de là, sur une route qui mêlait un asphalte raisonnable à des tronçons de terre battue, plein de trous et de bosses naturelles qui mettaient à l'épreuve les limites de n'importe quel camion. Le matin du test, Sophie se leva avant le lever du soleil, avec ce trac qui vient quand on sait que tout ce qui a été fait va être mis à l'épreuve. Elle avait confiance en son travail? Bien sûr que oui, mais la confiance est une chose et la certitude en est une autre. Et seule la route lui donnerait cette certitude. Jérôme avait engagé un chauffeur routier expérimenté de la région, un homme d'une 50aine d'années nommé Antoine, qui travaillait dans le transport de bois depuis 30 ans et connaissait chaque virage, chaque montée et chaque descente de ce trajet. Il arriva tôt, vit Sophie attendre à côté du Western Star et ne cacha pas sa surprise. « Alors, c'est vous qui avez réparé le camion que personne n'a pu réparer ?» demanda-t-il avec ce scepticisme poli de celui qui a déjà vu beaucoup de promesses se transformer en déception. « Je l'ai réparé, et maintenant nous allons voir si je l'ai bien réparé. » Antoine monta dans la cabine, ajusta les rétroviseurs, vérifia les commandes, démarra le moteur. Le D3 DSL se réveilla avec cette vibration profonde qui faisait résonner tout le châssis, une puissance contenue attendant d'être libérée. La pression d'air des circuits monta normalement. Tous les indicateurs du tableau de bord affichaient le vert, aucune alarme. Pendant ce temps, un chariot élévateur apporta la première charge de grumes d'eucalyptus. Chaque grume mesurait environ 2 mètres de long et 40 cm de diamètre. Du bois dense et lourd qui faisait gémir la carrosserie lorsqu'il était déchargé dessus. Il y avait 15 tonnes au total, réparties et attachées avec des sangles de chargement qu'Antoine vérifia personnellement, tirant sur chacune avec force pour s'assurer qu'elle ne se desserrerait pas en chemin. Sophie l'accompagna, assise sur le siège passager, un presse-papier sur les genoux, sur lequel elle avait collé une feuille avec tous les paramètres qu'elle voulait surveiller pendant le trajet, température, pression, comportement des freins dans différentes situations, réponse de la transmission sous charge, tout. Jérôme resta dans le dépôt, les bras croisés, voyant le Western Star quitter le portail, chargé à la limite, et elle put lire sur son visage ce mélange d'espoir et de peur qui vient quand on a tout misé sur une seule carte. Les 20 premiers kilomètres furent sur une route asphaltée raisonnable, le genre de revêtement qui ne fatigue ni ne révèle grand-chose. Antoine accéléra doucement, sentant le poids de la charge, engageant les vitesses basses de Leighton Fuller, avec cette technique de celui qui connaît le métier. Le moteur tirait fermement, la transmission répondait sans se plaindre, et quand Antoine freina pour réduire la vitesse avant un virage, le système répondit avec une progressivité parfaite, sans à-coups, sans blocage. « C'est doux », commenta Antoine, et il y avait une surprise sincère dans sa voix. Les autres fois où j'ai essayé de conduire ce camion, il ne passait pas les 15 minutes avant de bloquer les freins ou de couper le moteur. Sophie se contenta d'acquiescer, mais à l'intérieur, elle sentait ce soulagement commencer à grandir. Il était encore tôt, il restait beaucoup de chemin à parcourir, mais le début était bon. Après 40 kilomètres, la route devint de la terre battue. C'était mai, temps sec en Auvergne, et la route était dure comme du ciment par endroits et lâche comme du sable par d'autres, avec des trous qui apparaissaient sans prévenir et des bosses qui faisaient se plaindre fort la suspension. Le Western Star dansait sur ses essieux, la charge de bois se balançait, mettant à l'épreuve les sangles, et la poussière rouge s'infiltrait par les fissures de la cabine, même avec les fenêtres fermées. Antoine rétrograda en deuxième haute, laissa le moteur travailler à un régime plus élevé pour avoir du couple disponible et commença à affronter les obstacles. Quand il passait sur de grosses bosses, tout le camion se comprimait. La suspension pneumatique grinçait, absorbant l'impact, et le système de freinage était constamment sollicité pour maintenir le contrôle dans les descentes, où le poids de la charge poussait par l'arrière.
Ce fut dans une longue descente, avec des virages serrés et un sol irrégulier, que vint le véritable test. Antoine utilisa le frein moteur du Détroit Diesel, ce rugissement grave qui se produit lorsque le moteur devient résistance au lieu de propulsion. Mais même ainsi, il devait appuyer sur la pédale de frein à chaque virage. 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Sophie observait les manomètres qui étaient encore installés au point de mesure du système pneumatique. Les pressions oscillaient comme prévu, eux chutaient lorsque les freins étaient appliqués, récupéraient lorsque le compresseur réapprovisionnait les réservoirs, mais toujours dans les limites de sécurité. Aucune alarme ne se déclencha, aucune lumière rouge ne s'alluma sur le tableau de bord. Ils arrivèrent à la scierie après 2 heures et 40 minutes de voyage. Et quand Antoine gara le Western Star dans la zone de déchargement et coupa le moteur, il resta silencieux pendant une bonne quinzaine de secondes, juste à regarder le tableau de bord, le volant, comme s'il essayait de digérer ce qui venait de se passer. 150 km, dit-il finalement, lourdement chargé, mauvaise route, et le camion n'a pas fait le moindre bruit de problème. Il se tourna vers Sophie avec une expression qui mêlait respect et incrédulité. « Vous avez fait ce que 9 ateliers n'ont pas réussi. Et en combien de temps? 10 jours, 12, en comptant les 3 premiers où je n'ai fait qu'étudier. » Antoine hocha la tête, impressionné. « Je travaille avec les camions depuis que j'ai 20 ans, et je n'ai jamais vu un diagnostic pareil. Vous n'avez pas changé de moteur, pas changé de module électronique coûteux, pas mis de pièces importées qui coûtent une fortune. Qu'avez-vous fait ?» Sophie esquissa un sourire fatigué. « J'ai compris le camion. Les autres ateliers ont essayé de réparer des pièces isolées. J'ai réparé le système. » Ils déchargèrent le bois et au retour, le Western Star roula à vide, sans charge, et ce fut presque trop facile comparé à l'aller. Antoine en profita pour tester les limites, accélérant davantage dans les lignes droites, freinant plus fort avant les virages, faisant travailler le moteur à des régimes variés. Le camion répondait comme une machine saine, avec prévisibilité, avec cohérence, sans mauvaise surprise. Quand ils revinrent au transport du Larzac, c'était déjà le milieu de l'après-midi et Jérôme attendait dans le dépôt avec 3 autres employés, tous désireux d'entendre le résultat. Antoine descendit de la cabine, frappa la portière du Western Star de la paume de sa main, comme on caresse l'encolure d'un cheval qui a bien couru, et annonça à voix haute pour que tout le monde entende « Ce camion est neuf. » Pas le moindre problème, aucun. Jérôme ferma les yeux et respira profondément, comme on fait quand un poids énorme nous est ôté des épaules. Il s'approcha de Sophie, qui descendait du côté passager, toujours avec le presse-papiers à la main, rempli des notes qu'elle avait prises pendant le voyage. « Je dois vous présenter mes excuses, » dit-il d'une voix sérieuse. Sophie fronça les sourcils sans comprendre. « Des excuses. Pourquoi, monsieur Dubois ? » « Pour avoir douté quand vous êtes venu ici offrir de travailler gratuitement. J'ai accepté parce que je n'avais rien à perdre. Mais au fond, je ne croyais pas que vous y arriveriez. Je pensais que vous n'étiez qu'une personne de plus qui tentait sa chance. J'avais tort. » Il lui tendit la main. « Vous êtes embauché comme mécanicienne officielle des transports du Larzac. Contrat de travail, salaire fixe, et ce petit studio où vous dormez est le vôtre aussi longtemps que vous le souhaitez. De plus, je vais vous payer une formation technique officielle de mécanicienne diesel, parce que si vous arrivez à faire ça sans diplôme, imaginez ce que vous ferez avec des connaissances formelles aussi. » Sophie lui serra la main, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose qu'elle ne savait plus comment décrire. Un sentiment d'appartenance, un endroit à elle, un travail digne, une reconnaissance pour son savoir-faire. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, avec cette poignée de main. Jérôme était connu dans la région, et il n'était pas du genre à rester silencieux quand quelque chose l'impressionnait. Il commença à parler à d'autres propriétaires d'entreprises de transport de la jeune femme qui avait réparé le Western Star Impossible. Et en moins d'1 semaine, Sophie reçut sa première consultation externe.
Une entreprise de transport de fournitures agricoles avait un Volvo FH qui présentait une panne intermittente du système d'injection électronique. 3 ateliers avaient déjà tenté de la résoudre sans succès. Jérôme autorisa Sophie à se rendre chez l'autre transporteur un samedi et elle résolut le problème en 4 heures. C'était un connecteur de faisceau électrique qui présentait une oxydation microscopique, créant une résistance variable. Quelque chose que les outils de diagnostic ne détectaient pas, car le problème n'était pas dans le capteur ou le module, mais dans la connexion entre eux. La nouvelle se répandit, d'autres consultations arrivèrent. Un Mercedes-Benz Axor avec un problème de suspension pneumatique, un Scania RK140 qui perdait de la puissance en montée, un Iveco Tracker qui consommait de l'huile au-delà de la normale, des cas que d'autres ateliers avaient facturés cher et non résolus, et que Sophie déchiffrait avec cette combinaison de connaissances techniques approfondies et de capacité à voir les systèmes complets au lieu de composants isolés. En 3 mois, Sophie était devenue une sorte de légende dans la région de Clermont-Ferrand. La mécanicienne qui réparait ce que personne ne pouvait, la jeune femme qui avait appris le métier en dormant dans des carcasses de camions et qui était désormais recherchée par des entreprises entières lorsque leurs techniciens diplômés échouaient. Des mois après ce jour où le Western Star avait parcouru 150 km sans le moindre problème, les transports du Larzac disposaient d'un atelier fonctionnant non seulement pour l'entretien de leur propre flotte, mais aussi comme centre de référence pour le diagnostic de systèmes complexes de camions lourds. Et à la tête technique de cet atelier se trouvait Sophie, désormais avec un contrat de travail, un salaire qui payait non seulement le loyer du studio, mais lui permettait d'économiser un peu chaque mois, et une réputation qui s'était répandue dans toute l'Auvergne, et commençait à atteindre les régions voisines comme l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Le Western Star 43900X, ce camion que 9 ateliers avaient abandonné, était désormais le fleuron de la flotte de Jérôme. Il effectuait 4, parfois 5 voyages par semaine, transportant du bois certifié, des équipements lourds, des fournitures pour des mines légalisées, revenant toujours sans problème. Les chauffeurs qui prenaient le Western Star disaient que c'était le camion le plus fiable de l'entreprise de transport, et de la part d'un routier expérimenté, ce n'était pas un mince compliment. Mais la plus grande transformation ne se trouvait pas seulement dans le camion, elle était dans les personnes. Jérôme avait tenu sa promesse de payer la formation technique formelle de Sophie en mécanique diesel, et elle suivait les cours du soir dans une école professionnelle de Lyon, voyageant 2 fois par semaine pour apprendre en salle de classe ce qu'elle maîtrisait déjà en pratique. Les professeurs étaient impressionnés quand elle expliquait des solutions à des problèmes complexes, qu'ils présentaient eux-mêmes comme des exemples théoriques. Et plus d'une fois, l'instructeur lui demanda de donner des cours pratiques aux autres élèves sur le diagnostic de systèmes pneumatiques et hydrauliques intégrés. C'est lors de l'une de ces classes que Sophie rencontra Fabienne, une jeune femme de 19 ans, d'une petite ville de province, qui suivait le cours parce qu'elle voulait travailler dans la mécanique, mais ne connaissait personne dans le domaine, n'avait pas de contact, ne savait pas comment entrer dans un marché qui semblait fermé aux femmes. Fabienne s'approcha de Sophie, pendant la pause, un peu timide, et lui demanda s'il était vrai l'histoire qui courait selon laquelle elle avait réparé un camion où des ateliers entiers avaient échoué. Sophie confirma que oui, et Fabienne posa une question qui la prit par surprise. « Comment avez-vous fait ? Comment avez-vous fait en sorte que les gens croient en vous alors que vous n'aviez pas de diplôme, pas d'expérience formelle, rien pour prouver que vous saviez ce que vous faisiez ?» Sophie réfléchit bien avant de répondre. « J'ai prouvé en faisant, pas en parlant. Je me suis présenté, j'ai offert de travailler gratuitement en échange d'une chance. Et ensuite, j'ai travaillé comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. » Fabienne resta silencieuse un instant, puis dit « Vous pensez que quelqu'un me donnerait une chance comme ça ? Je n'ai pas dormi dans une case comme vous. Je n'ai pas cette expérience de la rue. J'ai juste une soif d'apprendre. »
Sophie la regarda et vit quelque chose qu'elle reconnut. La faim d'opportunité, la peur de ne pas être prise au sérieux, la volonté brûlante sans savoir par où commencer. Et à ce moment-là, elle prit une décision qui allait tout changer de nouveau. « Vous voulez travailler avec moi ? Au transport du Larzac, nous avons besoin d'une aide mécanicienne. Ce n'est pas très bien payé au début, mais vous apprendrez tous les jours, et je vous garantis que vous n'aurez pas à dormir dans une carcasse de camion. » Fabienne accepta avant même que Sophie n'ait terminé sa phrase. Et c'est ainsi que commença quelque chose que personne n'avait planifié, mais qui faisait tout le sens du monde. Sophie commença à former Fabienne de la même manière qu'elle-même avait appris, en observant, en faisant des erreurs dans un environnement sûr et en corrigeant avant que cela ne devienne un vrai problème. Elle enseignait non seulement la mécanique, mais aussi l'attitude professionnelle, comment parler aux clients, comment expliquer des problèmes techniques à ceux qui ne comprenaient pas la mécanique, comment exiger le respect sans être arrogante. Jérôme vit ce qui se passait et, au lieu de s'inquiéter de voir 2 femmes dans un atelier traditionnellement masculin, il fut enthousiasmé. Il avait 4 mécaniciens hommes travaillant pour lui, tous de bons professionnels, mais aucun n'avait cette capacité de Sophie de voir au-delà de l'évidence, de comprendre les systèmes complexes comme des organismes vivants, plutôt que des collections de pièces. 3 mois après que Fabienne ait commencé à travailler, Sophie reçut un appel d'une entreprise de logistique de Toulouse. Ils avaient entendu parler d'elle par un client que Jérôme avait recommandé. Et ils avaient un problème sérieux, une flotte de 10 camions Mercedes-Benz Actros qui présentaient une panne intermittente du système de gestion moteur. Quelque chose qui entraînait des arrêts en cours de route, des retards de livraison, des pertes croissantes. 3 ateliers spécialisés. Mercedes avait déjà tenté de résoudre le problème. Tous avaient facturé des montants élevés, et tous avaient échoué. Sophie se rendit à Toulouse avec Fabienne, emportant outils et équipements de diagnostic. Elle passa 2 jours à étudier les camions et découvrit que le problème ne résidait pas dans les camions eux-mêmes, mais dans le carburant que l'entreprise de transport achetait auprès d'un fournisseur spécifique. Le gazole présentait une contamination subtile par l'eau que les filtres ne pouvaient pas éliminer complètement. Et cette humidité microscopique créait de la corrosion dans les injecteurs haute pression, générant des pannes aléatoires qu'aucun outil de diagnostic ne détectait parce que les injecteurs fonctionnaient toujours, mais mal à des moments imprévisibles. Elle non seulement résolut le problème technique, nettoyage en profondeur du système d'alimentation, remplacement de tous les injecteurs, installation de filtres séparateurs d'eau plus efficaces, mais elle sauva également l'entreprise de continuer à acheter du mauvais gazole. Le directeur de l'entreprise de transport fut tellement impressionné qu'il proposa à Sophie un contrat de consultance mensuel qui lui rapportait 3 fois son salaire de mécanicienne permanente. Sophie refusa. « J'ai déjà un engagement avec les transports du Larzac. Monsieur Dubois m'a donné une chance quand personne ne m'en donnait. Je ne vais pas l'abandonner maintenant. » Mais elle accepta de faire des consultations ponctuelles pour des cas complexes, à condition que Jérôme accepte et la libère au moment nécessaire. Jérôme non seulement accepta, mais commença à facturer les consultations de Sophie à des prix justes du marché, partageant le paiement moitié-moitié avec elle. En 1 an, Sophie avait contribué à résoudre des problèmes techniques complexes dans plus de 30 entreprises de transport différentes, de l'Auvergne à l'Occitanie et à la Nouvelle-Aquitaine. Sa spécialité, diagnostiquer les systèmes customisés, les camions modifiés. Les problèmes qui n'apparaissaient pas dans les manuels d'usine devinrent si réputés que des ateliers spécialisés commencèrent à l'appeler pour lui demander conseil avant de facturer à leurs clients des réparations coûteuses qui pouvaient ou non fonctionner. Fabienne, qui avait commencé par transporter des outils et nettoyer des pièces, parvenait désormais à faire des diagnostics de base seule, et Sophie la formait pour qu'elle devienne une mécanicienne complète.
Jérôme plaisantait en disant que bientôt, les transports du Larzac seraient plus connus pour leur atelier que pour leur activité de transport. Et puis vint la proposition que Sophie n'aurait jamais imaginé recevoir, une association de petites entreprises de transport de l'Auvergne, des entreprises familiales qui vivaient à la limite financière, comme les transports du Larzac l'avaient été avant que le Western Star ne soit réparé, prit contact pour demander si Sophie accepterait de donner un cours sur le diagnostic des problèmes complexes des camions lourds, destiné spécialement aux mécaniciens de petits ateliers qui n'avaient pas accès à la formation d'usine ou à des équipements sophistiqués. Sophie accepta, et un samedi matin, elle se retrouva devant 23 mécaniciens. La plupart étaient des hommes plus âgés qu'elle, certains avec 30 ans d'expérience, tous cela parce qu'ils reconnaissaient qu'elle savait quelque chose qu'ils ignoraient. Elle enseigna la méthodologie qu'elle avait développée dans la pratique. Comment cartographier des systèmes modifiés, comment créer des schémas à la main quand il n'y a pas de manuel disponible, comment utiliser des outils simples pour faire des mesures précises, comment penser en système intégré au lieu de composants isolés. À la fin du cours, l'un des mécaniciens leva la main et posa une question. « Vous avez appris tout ça seul, en dormant dans une casse ?» Sophie confirma. « Alors, pourquoi nous l'enseignez-vous? Vous pourriez garder ces secrets, facturer cher vos consultations, gagner une fortune ?» Elle réfléchit à la réponse un instant, puis dit « Parce que je sais ce que c'est de ne pas avoir de chance. » Je sais ce que c'est d'être ignoré, sous-estimé, traité comme si l'on n'était pas capable. Et je ne veux pas que d'autres personnes vivent cela si je peux aider. Un savoir qu'on garde pour soi ne sert à rien. Le savoir doit circuler, doit être transmis, doit élever d'autres personnes. Dans cette salle, à ce moment-là, elle n'enseignait pas seulement la mécanique, elle plantait des graines de transformation. Aujourd'hui, 2 ans après avoir réparé le Western Star, Sophie est associée minoritaire des transports du Larzac. Jérôme insista, disant qu'elle méritait une part des bénéfices de l'entreprise qu'elle avait aidé à sauver. L'atelier agrandit. Il compte désormais 5 mécaniciens dans l'équipe, dont 2 femmes en plus d'elle et de Fabienne. Et le Western Star 4900X, ce camion qui était une malédiction et est devenu une bénédiction, roule toujours vaillamment, tirant de lourdes charges sur les routes de l'Auvergne, le nom de l'entreprise de transport fièrement peint sur ses flancs. Sophie dort toujours dans le même petit studio simple que Jérôme lui a loué, même si elle pourrait se permettre un meilleur endroit maintenant. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de luxe, elle a besoin d'un but. Et son but est clair chaque matin quand elle arrive à l'atelier et voit Fabienne enseigner à une nouvelle aide mécanicienne de 17 ans comment calibrer les valves de frein pneumatiques, transmettant le savoir qu'elle a reçu, perpétuant le cycle de transformation qui a commencé avec une jeune femme sans abri, et qui lisait les moteurs comme d'autres lisent des livres. Les gens de Clermont-Ferrand parlent encore du camion que 9 ateliers ont abandonné et qu'une jeune femme a réparé. Mais la vérité la plus grande, celle que peu de gens perçoivent, c'est que Sophie n'a pas seulement réparé un camion. Elle a réparé son propre destin et, ce faisant, a montré à beaucoup de gens que la compétence n'exige pas de diplôme obligatoire, que le savoir peut venir de n'importe où et que donner une chance à ceux qui ont soif d'apprendre est toujours le meilleur investissement qu'on puisse faire.